Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui nous donne l'occasion de recevoir Michel Vinocq et de réfléchir avec lui aux crises politiques et à leur leçon. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Je dis nous, c'est-à-dire Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, et Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique. Alors pour la dernière fois de l'année, et vraiment parce qu'il semble que ça vous distrait beaucoup si j'en juge par vos courriels, donc voici quelques échantillons de notre auditoire hors de France. Je rappelle que le total de ces auditeurs se monte à 38 870. Il y en a donc 3318 en Belgique, 1535 au Maroc, 126 en Irlande, 71 en Inde, 40 en Finlande, 38 au Venezuela, 43 à Oman, 29 au Qatar et 1 au Monténégro. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment guérir l'information ?» et il est ainsi chapeauté. Comment s'informer sans éprouver un sentiment de défiance? Comment ne pas démissionner face à une information surabondante tenue pour suspecte, inintéressante, voire angoissante, au point de vouloir s'en prémunir? Il est inquiétant de voir qu'une partie des citoyens, à l'occasion d'événements importants de la vie publique, une pandémie, une élection présidentielle, choisissent de se mettre en retrait pour ne plus s'exposer à une information souvent polarisée, de parti pris ou décourageante. En choisissant de terminer cette année 2022 sur l'information, pourquoi est-elle malade, pourquoi nous rend-elle malade, nous avons voulu nous arrêter sur ce qui fait le cœur de notre métier et plus singulièrement la raison d'être du 1 hebdo, proposer une information qui permet de réfléchir. Fin de citation. En lisant ce numéro, je me suis souvenu qu'il y a eu un moment où, pour que la presse sorte de sa crise de confiance, on avait fait appel à une institution septentrionale, celle de l'ombudsman, le médiateur. Tous les journaux et tous les médias se sont donnés un médiateur. Lequel médiateur ou rien, c'est exactement la même chose. D'abord parce qu'il n'est pas indépendant de la rédaction et de sa direction, et ensuite parce qu'il n'a aucune espèce de pouvoir sur la rectification d'informations erronées. Voilà peut-être une piste qui pourrait être reprise. Nous mettrons en ligne mercredi le second épisode de notre conversation avec Pascal Vandenberg, qui, parti dans la vie professionnelle avec un CAP d'ouvrier ajusteur, est devenu libraire, puis directeur de librairie, avant de passer à l'édition, notamment avec les éditions de la Découverte, puis de revenir à la librairie et d'être aujourd'hui en Suisse le président du fameux réseau de librairies Payot. Enfin, la prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 8 janvier. On peut s'y inscrire dès maintenant. Et merci à nos contributeurs. L'un d'entre eux, François P., accompagne sa contribution de ces mots. Je suis ravi de vous apporter mon soutien en retour de votre inestimable compagnonnage hebdomadaire, dont il précise qu'il est, de son point de vue, pétri d'intelligence, de culture, d'humour et de bienveillance. Nous ne saurions le contredire. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour que vos contributions qui assurent la pérennité de nos conversations puissent être déduites de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Elles sont particulièrement nécessaire cette année plus que jamais, car nous avons épuisé tous les recours aux aides publiques à la presse en ligne et notre budget pour la saison à venir est entré dans une zone de fragilité. Venons-en maintenant à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire Michel Vinocq à la publication dans la collection Quarto d'un livre qui reprend, mais je vais en dire davantage tout à l'heure, sinon l'essentiel, mais au moins une très grande partie de votre travail d'historien. Votre carrière est celle d'un professeur, d'un chercheur, d'un éditeur et d'un collaborateur de revue. Agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, après un passage dans le secondaire, vous êtes devenu professeur à l'université expérimentale de Vincennes avant d'entrer en 1979 à Sciences Po, où vous avez occupé la chaire d'histoire des idées politiques. En parallèle, vous collaborez à la revue Esprit et aux éditions du Seuil, vous dirigez ou co-dirigez diverses collections avant de fonder en 1978 le magazine L'Histoire. Votre nom est associé à l'âge d'or de l'édition historique.
Vous publiez de nombreux ouvrages historiques sur la République ou des biographies politiques, celle de Clémenceau par exemple, ou littéraires comme celle de Madame de Staël. Cette année, une partie de votre œuvre sur la France et ses gouvernants est regroupée dans un ouvrage des éditions Quarto chez Gallimard, intitulé Gouverner la France. La fièvre hexagonale est un des ouvrages centraux de ce recueil. Il paraît à l'origine en 1986 et il reprend les thèmes de votre thèse intitulée Crise et idées de crise en France 1871-1968. C'est une tentative de conceptualiser les grandes crises politiques en s'appuyant sur les exemples français entre la Commune de Paris et mai 68. Chaque crise est remise dans son contexte et racontée jusqu'à ses retombées les plus lointaines. On découvre à travers elles les grandes questions autour desquelles la France et son peuple se sont déchirés, la problématique religieuse, la question sociale et la question nationale. À partir de 1958, la nouvelle République gaullienne, surtout axée sur l'exécutif, paraissait siffler la fin du déchirement français sur les institutions. L'élection du président de la République au suffrage universel comblait le goût français du plébiscite et l'alternance gauche-droite devenait nettement possible. Aujourd'hui, au terme d'une année 2022 électoralement mouvementée, la Ve République apparaît moins solide. La montée de l'extrême droite, de l'abstention, des affaires, l'explosion du modèle gauche-droite semblent mettre à mal la stabilité du système politique. L'Assemblée est profondément divisée, le gouvernement ne parvient à imposer sa politique qu'à l'aide de l'article 49.3, et dans le même temps, la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne porté entre autres par les Gilets jaunes est soutenue par 73% des Français. En 2018, à l'occasion des 60 ans de la Ve République, 53% des Français déclaraient vouloir passer à la 6e, alors que 51% souhaitaient accorder davantage de pouvoir à l'Assemblée nationale. C'est sur ces questions de refondation que vous étiez penché en 2015 dans un rapport co-dirigé avec Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, et intitulé « Refaire la démocratie ». Ces travaux, ceux d'une commission que vous présidiez l'un et l'autre, avaient pour thème restaurer les liens entre les citoyens et leurs représentants, redéfinir l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, contrôler le cumul des mandats, renforcer l'état de droit. Et dans les 17 propositions du rapport, on trouve une volonté visible de nuancer la domination de l'exécutif dans un régime qui, sous la plume de nombre de commentateurs et de journalistes, est qualifié de monarchie présidentielle. Michel Vinocq, c'est Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui vous posera la première question. Bonjour Michel Vinocq, bonjour à tous. Je trouve que la publication de ce quarto tombe particulièrement à pic. D'abord parce qu'elle permet de lire d'un regard neuf certaines de vos œuvres qui sont rassemblées dans ce volume, mais aussi parce que cette publication permet de réfléchir à nouveau frais sur la situation que nous sommes en train de traverser, comme l'a suggéré Philippe Meyer il y a un instant. Avant de rentrer dans le détail, ce que nous ferons sans doute des périodes et des crises que l'histoire de France contemporaine a traversées, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le principe même que vous posez au fondement de cet ouvrage, notamment autour de la fièvre hexagonale, qui est celui de la discorde française. Vous évoquez, vous explorez des crises de la Commune de Paris jusqu'à mai 68, et vous citez Freud, qui disait des Français que c'était le peuple des épidémies psychiques, des conversions historiques de masse. C'est-à-dire, comme vous le décrivez, des ruptures brutales, du dissensus permanent, voire de la guerre civile. Donc, le moteur de notre histoire particulière, celle de la France, est celle de la discorde. Alors, vous esquissez des pistes d'explication. Il y a évidemment cette rupture entre la France catholique et la France révolutionnaire, mais si on va plus loin dans le temps, sans doute aussi la question des guerres de religion au XVIe siècle, qui provoquent des tensions souvent violentes, parfois meurtrières, et qui remettent en cause le mode de gouvernement sous lequel nous vivons, ce qui explique aussi le titre de l'ouvrage « Gouverner la France », avec cet appel régulier à des hommes providentiels. Alors parfois c'est Pétain, parfois c'est De Gaulle. Alors je crois que ça tombe à pic parce que depuis une trentaine d'années, nous avions peut-être tendance à oublier
que le conflit et la violence pouvaient revenir à tout instant. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2022, nous sommes un peu réveillés de notre sommeil qu'ancien, en imaginant que la paix perpétuelle allait régner sur le monde et que les conflits allaient peu à peu s'amenuiser à mesure que progressait la démocratie, l'état de droit et voire la mondialisation. Bon, la guerre internationale est là. Et ce que je trouve intéressant dans ce quarto, c'est que vous nous réveillez aussi un petit peu sur des espoirs que nous avions quant à notre situation nationale. Hem, En fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est que faire de cette discorde? Alors, faut-il s'en plaindre? Faut-il tenter de la réduire? En prenant modèle sur, nos voisins européens, en tentant de remplacer l'idéologie par le pragmatisme, l'affrontement par la négociation, la posture, agonistique par le consensus. Bref, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez nos représentants, «Laissez-nous réformer tranquille, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le faire?» Je crois que la voie que vous empruntez est plus originale, parce que ce que j'ai compris en lisant le livre, notamment La fièvre hexagonale, c'est qu'il y a une sorte d'effet autocorrecteur des crises dans l'histoire française. C'est-à-dire comme si chaque crise nouvelle, eh bien, nous permettait de mieux vivre, finalement, la suivante et comme vous le dites, de accepter en France de confronter nos différences selon une règle commune. Et donc il y a l'hypothèse que vous proposez d'une sorte de vertu autocorrectrice des crises. Or, comme vient de le rappeler Philippe Meyer, nous sommes dans une période à nouveau où les choses se tendent, depuis la crise des gilets jaunes, la situation politique, depuis le Covid. Est-ce que cette vertu autocorrectrice des crises fonctionne toujours aujourd'hui ou non? Michel Vinocq. Effectivement, l'acceptation des différences et le règlement des différences selon des règles, ce n'est pas tellement notre fort. Pourquoi? Parce que je crois que fondamentalement, la France, comme l'histoire le montre, les Français n'acceptent pas le pluralisme. Alors c'est paradoxal puisque précisément nous sommes dans une société politique qui est multipartie et pourtant il y a une tradition d'abord de l'État. Un État qui s'est constitué de manière précoce par rapport aux autres pays. On peut remonter à Philippe Auguste pour montrer à quel point la France a cette originalité d'avoir construit un État sur une nation qui n'était pas encore faite et qui était précisément composée de briques et de brocs très dissemblables, et que c'est par l'État, par conséquent, que la nation s'est construite. Et j'en arriverai, si vous voulez, à une date qui est pour moi tout à fait caractéristique du problème que vous soulevez. 1685, la révocation de l'édit de Nantes par la monarchie absolue de Louis XIV. Il n'y aura en France qu'une religion. C'est le pays de la religion unique, le catholicisme. 3 ans plus tard, en Angleterre, c'est la glorieuse Révolution. Et par elle, c'est la déclaration de l'édit de Nantes qui autorise précisément le pluralisme religieux. Et naturellement, ce pluralisme n'est pas absolu puisque les catholiques sont encore marginaux, mais il n'empêche que c'est une grande différence puisque dans le cas français, nous avons on pourrait dire un unitarisme, et que dans le cas anglais, nous avons quand même un pluralisme qui va permettre une évolution libérale puis démocratique du système. En France, nous avons l'absolutisme, le catholicisme, religion unique, et vous me direz, oui, mais la Révolution va changer tout ça. Eh bien, la Révolution, elle retourne simplement les données, mais elle continue dans cette idée, par le jacobinisme, de ce que Mona Ozouf a appelé le culte de l'un, le culte du peuple uni, le culte de l'indivisibilité. Et vous savez que pendant la Révolution, il n'était pas question de créer des partis. Ils existaient, mais ils n'étaient pas officiels. Et Saint-Just ou Robespierre peuvent dire
que les factions, c'est-à-dire les partis, attentent à la souveraineté nationale, à la volonté générale. Il n'y a qu'une volonté générale. Donc on retrouve cette idée de l'unité absolue. Alors évidemment, dans les faits, dans la société, cette unité n'existe pas. Et c'est là où on en vient justement à ce désaccord entre la réalité sociale et politique de la France et la volonté d'unicité. La discorde, j'en vois trois principales. C'est premièrement la discorde sur les institutions. Monarchie contre république. Et puis ensuite, entre républicains entre eux sur quelle république. Sans parler des divisions des monarchistes entre eux, entre orléanistes et bon, etc. Deuxièmement, la guerre religieuse qui n'a pas cessé en France. Au XVIe siècle, évidemment, elle a atteint son point culminant avec la Saint-Barthélemy. Mais cette guerre religieuse, elle est au cœur de notre histoire, avec des avatars, évidemment, jusqu'au grand conflit qui va opposer les républicains laïcs aux catholiques militants, au catholicisme politique. Et puis enfin, la lutte des classes. Et la lutte des classes qui prend en France un aspect d'une violence extrême. Je fais allusion au moins à 3 épisodes du 19e siècle. La révolte des Canuts en 1831 qui est brisée vraiment dans le sang. Deuxièmement, l'affreuse guerre civile de juin 1848. 3 jours de guerre entre les ouvriers des ateliers nationaux et la République, et l'armée de la République. Et puis la Commune de Paris, évidemment, avec la semaine sanglante, des dizaines de milliers d'arrestations, de déportations, de condamnations. Donc, nous avons créé, au fil des siècles, on voit se constituer ce que j'appelle une culture de la radicalité. Et cela à droite comme à gauche. À droite, ça sera évidemment sans arrêt la tentation des extrêmes. Ça commence par la restauration, la volonté de restauration. Et puis ensuite, ce sera ce qu'on appelle tout le courant contre-révolutionnaire d'extrême droite. Et à gauche, eh bien, ce sera la surenchère entre la gauche républicaine, la gauche socialiste, puis les communistes. Et à chaque fois, nous avons des postures, des attitudes, des comportements, du tout ou rien, de l'intransigeance. Et pour finir cette introduction, je prendrai un exemple qui me paraît très important dans notre histoire. C'est l'impossibilité qu'il y a eu dans le mouvement socialiste français de constituer une social-démocratie. Contrairement aux autres pays, notamment l'Allemagne, évidemment, le travaillisme anglais, la social-démocratie scandinave, impossible. Pourquoi ? Justement, j'y vois notamment l'effet de cette radicalité. En 1895 est née et constituée la CGT. Sur quelle base ? La Révolution, la lutte des classes et le socialisme par la grève générale. En 1905 est né le Parti socialiste SFIO. Sur quelle base ? La lutte des classes et le refus de participer à un gouvernement dans une société bourgeoise et capitaliste. Voilà l'attitude. Et puis, ça va se répéter à chaque fois. Je rappelle simplement qu'en 1920 est né le Parti communiste et que le Parti socialiste, derrière Léon Blum, refuse absolument d'abandonner sa culture, sa théorie, sa doctrine marxiste, ne voulant pas être dépossédé précisément de l'espérance révolutionnaire par les communistes qui viennent de naître. En 1945, le Parti socialiste est refondé sur quelle base ? Derrière Guy Mollet, sur la base du marxisme. En 1971, Épinay, sur quelle base est né et refondé le Parti socialiste ? Sur la base de la rupture
avec le capitalisme. Vous voyez, donc il n'y a pas eu cette formation d'une social-démocratie, c'est-à-dire l'alliance presque organique entre le mouvement ouvrier syndical et le parti politique, de façon à faire progresser la condition ouvrière, la condition des salariés, par la réforme, par la négociation, par le compromis, et parfois, ça va très loin, par la cogestion. Eh bien, la France a été résolument incapable de créer cette social-démocratie. Béatrice Gibelin. Oui, ce titre même, gouverner la France, laisse supposer ce que vous appelez une antiphrase, comme si la France était impossible à gouverner, ou en tout cas de façon extrêmement difficile. Et quand on y réfléchit, vous venez de réévoquer le rôle de l'État dans la Constitution, enfin qui a précédé la nation, ce que les historiens ont bien démontré, et qui était composé, vous avez dit, de briques et de brocs, hein, en fait de régions avec des langues différentes, avec des cultures différentes, une influence germanique à l'est, on va dire celtique à l'ouest, méditerranéenne, etc. Mais ce qui est intéressant, même si c'est extrêmement difficile, c'est que la France a longtemps été, et c'est encore aujourd'hui, tout au moins par la superficie, le plus grand territoire d'État au sein de l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que cet État ingouvernable a quand même réussi à faire, j'allais dire, un grand État, à une certaine époque une grande puissance, reconnue dans toute l'Europe, sa langue étant la langue de la diplomatie. Et ce que vous avez rappelé sur la force de l'unité me semble extrêmement important. C'est effectivement une unité. On ne peut penser que un, on est très difficilement capable de penser le pluralisme, et on le voit avec la langue. Hein, l'importance de la langue, une seule langue, et comment on est toujours un peu mal à l'aise, simplement avec la ratification des langues régionales ou ce genre de choses. Donc l'unité, c'est vraiment fondamental. Et je pense que les Français, ils sont très attachés à cette unité, et que ils ont peut-être, à cause de cette histoire, beaucoup de mal à penser le pluralisme et à accepter le pluralisme, y compris un pluralisme culturel et religieux. On le voit très bien aujourd'hui avec une présence musulmane en France qui est importante et qui dérange. Alors je vois bien que les attentats n'ont rien arrangé dans cette affaire-là, on est bien d'accord, hein, il faudrait bien sûr le prendre en compte. Et puis une histoire coloniale et autres. Mais moi, le spectacle qu'on a en ce moment de l'Assemblée nationale, qui va complètement dans ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une radicalité à droite, à l'extrême droite, comme à gauche et à l'extrême gauche, qui empêche toute possibilité de trouver un consensus, de trouver un compromis. À la limite, c'est perdre son honneur que si on va au compromis ou au consensus. Et je me dis, mais on a beaucoup glosé sur cette majorité relative en disant « Ah, les Français ont voulu faire cette majorité relative parce qu'ils voulaient… » Bon, les Français, ils n'ont rien voulu du tout, parce que quand ils votent chacun de leur côté, ils ne savent pas vraiment ce que ça va donner. Donc déjà, je trouve que cette interprétation est maladroite. Mais surtout, quel spectacle à l'ensemble des citoyens français d'aujourd'hui donne cette position extrêmement radicale. On doit discuter là des énergies renouvelables avec des propositions qui pourraient être tout à fait acceptables par une partie des écologistes ou des socialistes, et c'est déjà non, avant même qu'elle soit rédigée. Je me dis, mais quelle image de la démocratie parlementaire donne-t-il? Et franchement, est-ce que ça incite à vouloir un rééquilibre de l'exécutif et du législatif? Michel Vinocq. Effectivement, nous sommes… Alors, oui, il y a le mot ingouvernable que vous avez prononcé. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il n'empêche que cet antagonisme entre la puissance de l'État et les discordes profondes qu'il y a dans la société française, quelle a été la solution pour le surmonter, cet antagonisme? Eh bien, ça a été l'appel à l'homme providentiel. Car tout de même, regardez le scénario.
La Révolution dure une dizaine d'années et en raison des divisions extrêmes, aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite à l'époque, n'est-ce pas? Ce déséquilibre terrible dans lequel le directoire n'arrive pas à survivre, eh bien, cette décennie, elle se termine par un coup d'État. L'homme providentiel, Bonaparte arrive. Bon, on se transpose à la Deuxième République, même scénario. Incapacité de l'Assemblée à se trouver en accord profond et sur le refus d'accorder au président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, de prolonger son mandat puisqu'il n'était pas éligible. Puisque nous sommes dans cette même situation aujourd'hui. Diable. Eh bien, voilà. Coup d'État. Et de nouveau, voilà le sauveur qui arrive. Alors, la Troisième République, soit a duré un peu plus longtemps que les précédentes, mais notez qu'elle est sans arrêt ponctuée justement de fièvre et de soulèvements, dont l'idée, en général, c'est restaurer l'autorité de l'État. 1940, la Troisième République s'effondre par la guerre, soit, mais aussi par le vote du 10 juillet 1940 qui accorde les pleins pouvoirs à Pétain, ce qui n'était pas obligatoire en raison de l'armistice. Vous savez qu'à ce moment-là, on a pu dire que c'est la majorité du Front populaire qui a donné les pleins pouvoirs, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les communistes n'étaient pas là. Le parti avait été interdit. Bon. Mais il n'empêche, la majorité des socialistes, la majorité des radicaux ont voté cette harakiri, n'est-ce pas, en faveur de Pétain. Arrive 58, eh bien c'est encore une fois un sauveur qui va arriver pour mettre de l'ordre dans une république et qui n'arrive pas à résoudre les grands problèmes, notamment la guerre d'Algérie. Alors, nous restons aujourd'hui sous le régime constitutionnel de 1958, plus évidemment 62, l'élection du président au suffrage universel. Nous restons dans la logique de l'homme providentiel que représente un président de la République qui a tous les pouvoirs sans être responsable devant les assemblées. Donc, la France, si elle est gouvernable que par cette solution qui n'est pas exactement une solution démocratique. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de participer à cette émission avec vous, Michel Vinocq. Je dois dire que je dirais deux choses en préalable. La première, c'est que ce qui me frappe quand on lit vos livres, c'est l'élégance, le bonheur de plume. Et alors, un historien, c'est un homme de science, même si c'est des sciences humaines, et en même temps, on sent chez vous l'écrivain perse, et c'est pas incompatible, hein, de Michelet a bien montré la chose, et bien d'autres encore, mais on sent vraiment une élégance de plume qui est extrêmement agréable, et qui fait de vous, plus qu'un historien, un véritable écrivain. La deuxième chose qui rend difficile d'enfermer un débat dans les limites qui sont les nôtres, c'est votre extrême sens des nuances. Je veux dire que on a vraiment... vous êtes l'anti-Zemmour ou l'anti-Mélenchon. C'est-à-dire que la concrétion, oui, mais la concrétion des événements de l'histoire de France en espèce de blocs stéréotypés qui sont les caractéristiques des deux personnalités que je viens de citer, vous êtes exactement le contraire. Vous arrivez, vous démontez les mécanismes. Prenons la Commune de Paris, par exemple. Vous n'en dissimulez absolument pas la violence des deux côtés. D'ailleurs, vous accréditez une thèse intéressante, à savoir que ce sont en fait les modérés qui, finalement, ont imposé leur loi à la République par-delà les oppositions. Mais vous n'entrez absolument pas dans cette construction a posteriori qui, de Marx à Lénine, a fait de la Commune de Paris un événement qu'elle n'était pas.
Et ça, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Alors, ça me conduit à nuancer deux choses sur lesquelles je suis un peu en nuance avec vous. Sur la question de la révocation de l'édit de Nantes, je crois que c'est un événement fondamental, extrêmement grave, que c'est une erreur capitale de Louis XIV, bien que j'ai tendance à penser que le véritable problème, comme François Bluch, que le véritable problème religieux de l'Ancien Régime, c'est le jansénisme. Au XVIIIe siècle, c'est ça qui a été très mal contrôlé. Mais surtout, je crois que la France n'est pas en situation d'anomalie. Le cuius regio et jus religio, c'est la loi de toute l'Europe depuis le milieu du XVIe siècle. Et en réalité, et les Britanniques, ouais, alors évidemment, il y a un pluralisme. Il y a un pluralisme parce que le protestantisme est pluriel. Mais Locke, le grand Locke, que nous révérons tous, dit les catholiques n'ont pas le droit de citer. Parce qu'ils ont la même analyse d'ailleurs que Rousseau, à savoir qu'ils servent de maîtres. Ils servent deux souverains, le roi anglais et si j'ose dire, le roi de Rome. Donc, c'est quand même au XIXe siècle que les catholiques anglais sont admis dans la cité. Et Tony Blair s'est converti au catholicisme après être sorti de fonction, car formellement, un catholique ne peut pas devenir Premier ministre au Royaume-Uni, encore de nos jours. Évidemment, ça ne s'appliquerait pas en réalité, mais ça prouve que nous ne sommes pas si différents, et toute l'Europe du Sud est comme ça. La deuxième nuance, c'est sur est-ce que nous avons un capital de discorde et d'affrontement social supérieur aux autres? Je n'en suis pas tout à fait sûr. L'histoire britannique des XVIe et XVIIe siècles est d'une extraordinaire violence. L'histoire allemande, notamment, mais dès 1848, mais notamment au XXe siècle, est d'une extrême violence, que ce soit la révolte spartakiste ou les affrontements entourant l'avènement du Troisième Reich. Tout ça est d'une extrême violence. L'histoire italienne est aussi très tendue. L'histoire espagnole, n'en parlons pas. Je trouve que la violence est quand même la loi de nos démocraties. Alors, je voulais... Non, c'est pas ça, Max, ça, c'est pas ma question. Oui, mais ce sont déjà deux objections sur lesquelles... Je voudrais vous répondre simplement. Oui, moi, je ferai... je vous accorde tous ces points que vous venez de soulever, simplement. Je ferai nettement une ligne de démarcation entre pays protestants et pays catholiques. Oui. Là, je crois qu'il y a une culture catholique qui est celle, je dirais, de l'obéissance à une autorité, à une hiérarchie, à un dogme, alors que chez les protestants, nous avons le principe du libre examen qui fait que chaque individu est son propre prêtre, n'est-ce pas? Et ça, c'est capital, parce qu'à partir de là, les protestants ont le droit, donc, et je parlais, moi, de l'Angleterre, d'après ou à partir de 1688, la glorieuse Révolution, pas des événements qui ont précédé. Et donc, on pouvait créer des églises parce que l'église, la paroisse, c'est une réunion de gens qui veulent prier ensemble, mais il n'y avait pas cette dogmatique qui s'est imposée. Et moi, je suis frappé que en France, n'est-ce pas, cette dogmatique, cette obéissance, cette hétéronomie, pour être pédant, elle n'est pas celle de la culture protestante, où l'autonomie est beaucoup plus importante. Et curieusement, je retrouve la même disposition d'esprit, de tendance dans la révolution jacobine, qui remet tous ces jacobins qui ont été élevés dans des collèges religieux par les jésuites et autres, eh bien, ils ont cette culture de la hiérarchie, de la verticalité, je dirais. Bon, voilà, c'était ce que je voulais dire. La différence entre culture protestante et culture catholique. Alors, c'est là où... Pardon, justement là-dessus, mais quand même, en Grande-Bretagne, il y a 23%, je crois, de catholiques. Aucun, comme le rappelait Jean-Louis, n'a été Premier ministre. En France, il y a 2%, je crois, de protestants. Combien y a-t-il de Premier ministre protestant? Il y a quelque chose un niveau de tolérance. Mais en France, sous la Troisième République, vous n'avez pas de président du Conseil ou de président catholique. Citez-moi un. Allez-y.
Sur la Troisième République, Oui. mais est-ce qu'ils ne sont pas tous catholiques, sauf Freycinet Mais non, mais ils sont catholiques. Je veux dire, la ils sont droite qui identifiés arrive au comme tels. pouvoir sous la Troisième République, c'est la droite républicaine poincariste, qui vient de la gauche, c'est Poincaré, qui n'est pas du tout catholique, qui est un laïc. Donc, on retrouve ce phénomène. Mais tout de même, les catholiques, je ne sais plus la date exacte, mais à partir de 1800, oui, c'est ça, 36 ou 38, en Grande-Bretagne, c'est un peu plus ils ont eu les droits civiques. Et déjà, dans la mentalité de l'époque, le fait que l'Église anglicane officielle puisse être concurrencée par les dissidents eux-mêmes ayant droit de s'organiser en Église plus ou moins concurrente, ça c'est ce que j'appelle le pluralisme protestant, et qui n'est pas évidemment celui des Français. Jean-Louis Bourlanges. Effectivement, les Irlandais sous Cromwell ont pas. Juste avant, Oui, remontez attends, avant. d'accord. Mais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette analyse sur l'importance du protestantisme dans l'émergence de la culture libérale. Alors justement, je voulais vous questionner sur cette. Vous avez analysé les crises, vous avez très justement souligné la particularité de la construction de la France, qui est une construction qui se fait à partir de l'État, et vous avez souligné le rôle de l'homme providentiel, ce que Gérard Grimbert appelle le sauveur. C'est exactement la même idée. Ce qui est, en même temps, vous êtes un historien du libéralisme. Vous avez écrit une très belle biographie de Germaine de Staël. Et je dois dire j'ai beaucoup aimé votre biographie parce que Germaine de Staël est un peu sacrifiée par rapport à son héros Benjamin Constant, alors qu'en réalité, il y a une profondeur d'analyse, une rigueur et un courage personnel sans doute supérieur à celui de Germaine de Staël. Mais ce qui est derrière cela, ce que vous avez très bien décrit en citant notamment Mona Ozouf, c'est est-ce que le problème fondamental de la France n'est pas l'incapacité au libéralisme, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître la pluralité des intérêts légitimes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où, vous avez cité Robespierre. Robespierre, son dernier discours commence « Je hais toutes les factions, je les combattrai toutes ». Bon, ça ne marche pas cette dernière fois, mais ça a marché avant. Et en réalité, le pluralisme ne naît que du fait qu'il y a des coquins et des crétins. Les coquins, on les guillotine, les crétins, on les éduque. Et donc, au bout du compte, le pluralisme doit être réduit. Et celle qui dit, à mon avis, la formule sacramentelle de toute la gauche française dans cette variante néo-jacobine, c'est Simone de Beauvoir, quand elle dit « La vérité est une et l'erreur multiple, ce n'est pas par hasard que la droite professe le pluralisme ». Comment voyez-vous l'irruption de la pensée libérale qui, à mon avis, apparaît très fortement aux origines de la Troisième République et une des clés du succès de la Troisième République? Comment voyez-vous cette irruption et ce mouvement de cette pensée libérale, de cette pensée du pluriel dans cette République jacobine qu'est la nôtre? Michel Vinocq. Mais c'est une pensée qui a été vaincue, puisque dans les faits, effectivement, la Troisième République, dans ses débuts, est libérale. Ce que conteste justement une extrême gauche qui juge que c'est une trahison de l'esprit révolutionnaire. Un homme comme Gambetta, Jules Ferry, avait en tête cette idée que effectivement il y avait des opinions, des intérêts dans la société, et il jugeait, sur le modèle britannique, que un bipartisme serait véritablement l'instrument d'une démocratie républicaine, avec, disait Gambetta, un parti progressiste qui évidemment va de l'avant, et un parti conservateur qui, plus timide, défenseur de certaines traditions, s'y opposerait. Cela n'a pas fonctionné, jamais, puisque sous la Troisième République,
vous n'avez pas cette alternance véritable, comme ça se passe en Angleterre à la même époque. Alors, pourquoi effectivement, j'en reviens, pour ma part, à cette idée de la culture de la radicalité, de l'intransigeance, qui réapparaît à chaque occasion, à chaque malaise ou de crise. Cette république est multipartie et en même temps, vous savez que les partis n'ont été officialisés, légalisés qu'avec la loi sur les associations de 1901. Jusqu'en 1901, mais non. Et que au sein même des élus, il y a cette idée, n'est-ce pas, que chaque représentant, chaque député est indépendant, qu'il n'y a pas de discipline de vote, et tout cela complètement, comment dirais-je, et tout cela est en opposition, je dirais, avec une démocratie libérale parlementaire qui fonctionne. Et les ministères se succèdent, l'instabilité, il y a une durée de 9 mois d'existence pour chaque gouvernement sous la Troisième République. Sous la Quatrième, 7 mois. Donc, il y a là une véritable perturbation du système représentatif en France, et cela parce que ce multipartisme, effectivement, n'arrive pas à véritablement coaliser ses forces en deux grands mouvements, majorité-opposition, comme cela se produit dans les autres pays, États-Unis, Angleterre, etc. Et il faut attendre, paradoxalement, le gaullisme. Et Dieu sait si De Gaulle est contre les partis. De Gaulle ne pense qu'au rassemblement, à l'union sacrée, et c'est lui qui, par l'élection du président au suffrage universel à 2 tours, va favoriser un bipartisme ou une bipartition qui a duré une vingtaine d'années. Dès 1965, au deuxième tour, 2 candidats, et derrière chaque candidat, évidemment, les forces multiparties se rassemblent. Et cela va durer jusqu'en 2017, grosso modo. Donc nous avons un système dont le libéralisme, c'est la question, n'a jamais été véritablement, comment dirais-je, efficient, que la pensée libérale a toujours été, dans le monde intellectuel, suspecte, et que si nous avons de grands esprits libéraux, vous avez cité Madame de Staël, Benjamin Constant, Tocqueville et combien d'autres, on ne peut pas dire qu'ils ont été au pouvoir. Tocqueville, c'est un peu différent parce qu'il est catholique profondément, oui. Et il construit potentiellement une république centriste qui apparaîtra beaucoup plus tard, c'est-à-dire par l'intégration des catholiques, l'adhésion des catholiques aux valeurs post-révolutionnaires. Ça prendra du temps. Vatican II. Michel Elchaninov. Ouais, j'aimerais revenir à la logique de cette succession des crises et à cette idée de pacification. La dernière grande crise que vous décrivez dans la fièvre hexagonale, c'est mai 68. Bon, ça fait déjà pas mal de temps, mais vous revenez d'ailleurs sur des textes annexes sur les Gilets jaunes. Et puis vous dites à un moment, vous écrivez que l'élection de François Mitterrand en 81, finalement, est une forme aussi de pacification parce qu'il y a une alternance. C'est un homme providentiel peut-être pour une partie du pays, mais il est élu. C'est-à-dire comme si effectivement il y avait une logique dans laquelle on pacifiait un peu cette succession de crises. Et on disait que finalement, même dans la Ve République, il y avait une alternance qui pouvait voir le jour. Or, j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, les périls menacent. Alors, je sais qu'un historien ne lit pas dans le marc de café, mais j'aimerais qu'on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la crise des Gilets jaunes avec cette pulsion révolutionnaire très violente que nous avons vécue en 2018-2019. La crise religieuse, on en a parlé un petit peu, qui s'est déplacée de l'hostilité entre républicains et catholiques, entre une discussion souvent très dure entre laïcité et islam, avec, on l'a vu encore à la suite du match France-Maroc il y a quelques jours.
jour, des risques quand même de débordement, de violence entre militants, entre communautés, et puis aussi une sorte de fossé informationnel qui se creuse entre les citoyens, certains Français n'écoutant pas du tout les mêmes médias que les autres, s'informant autrement, notamment pendant la crise du Covid, notamment dans le mouvement anti-vax. Bref, l'idée suivant laquelle, au fond, la logique que nous suivons n'est pas celle d'une pacification, mais celle d'un retour de crise violente. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Michel Vinocq. Je crois que depuis les débuts de la Ve République, la société française, comme les sociétés occidentales, a été bouleversée profondément. Nous avons connu la montée en puissance de l'individualisme, avec le délitement ou l'annulation, l'écrasement, l'effondrement des grands cadres, des grandes structures collectives. Je pense évidemment à l'Église, je pense aux grands partis, et notamment au Parti communiste, aux syndicats, je pense aussi à l'école, qui n'est plus aujourd'hui celle qu'elle était jadis, et que l'individu est désormais l'objet de l'attention, je dirais, d'une certaine philosophie qui prône le développement individuel, l'épanouissement physique, moral, mental, et ça va même jusqu'à des propositions, des ouvrages de psychologues, n'est-ce pas, qui incitent précisément les citoyens à ne pas se soucier du collectif, mais au contraire à s'occuper d'eux-mêmes. Et cela provoque notamment un mouvement d'abstention qui bat des records aujourd'hui. Alors, je pense que là, nous saisissons une des causes, si vous voulez, de la crise politique. Pour employer des expressions qui ne sont pas de moi, nous sommes passés d'une communauté des citoyens, c'est Dominique Schnapper qui définit ainsi la nation, à une société des individus, c'est une expression de Marcel Gauchet. Et dans cette société des individus, nous avons perdu massivement le sens de la collectivité, le sens de la solidarité nationale. Et par conséquent, cela provoque un émiettement, un morcellement et une concurrence entre les individus où chacun est le maître de soi-même, certes, mais aussi le maître du terrain. J'ai toujours en tête, quand je parle de ce morcellement et de ce retour, cette réduction sur soi-même à la circulation dans Paris. Quand je vois, n'est-ce pas, le désordre absolu, ces trottinettes électriques, ces bicyclettes et ces autos et ces piétons qui se moquent absolument des règles, des feux tricolores, etc. Nous sommes là. Alors, c'est une réalité, c'est aussi une sorte d'allégorie, une sorte de symbole de cette société qui, au fond, n'est vraiment mue que par des intérêts personnels. Voilà en gros, je crois, le plus important des dangers qui, rappelons-nous, minent la démocratie, dans la mesure où une démocratie ne peut reposer que sur des consciences individuelles, du social, du collectif, de la solidarité. Béatrice Gibert. Oui, sur cette société très individualisée où chacun voit son intérêt, je me pose quand même une question sur une jeunesse aujourd'hui qui est très préoccupée, non pas du devenir de la nation, mais du devenir de la planète. Qu'est-ce qui va advenir? Et il y a une vraie préoccupation et il y a aussi un vrai engagement avec parfois des actes très violents.
aussi, en disant seule la violence va nous permettre de se faire entendre. Donc on retrouve bien cette idée de la violence, mais aussi une véritable prise de conscience avec des mobilisations, avec une réflexion où on se sort complètement de soi-même et de son petit univers et on rencontre autrui, on se préoccupe, on peut se mobiliser à une échelle internationale ou au moins européenne. Donc il y a quand même tout n'est pas, si vous voulez, réduit à la seule société des individus. En revanche, ce qui était le combat de la lutte des classes, on va dire avec un monde ouvrier et un monde patronal, les dominés et les dominants, aujourd'hui les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus morcelées. D'abord des ouvriers, il y en a plus trop et des syndicats, quand même assez réduits et on a des groupes sociaux, qui se rencontrent parfois ou qui sont dans des oppositions, très, très fortes. Mais parler de la lutte des classes me semble, aujourd'hui un peu court et la question que je me pose, c'est, l'état de la gauche dans lequel elle est, où on a eu, une opération, magistrale, mais qui montre ses limites avec, Mélenchon et la NUP, au printemps, de 2022 et est-ce que cette gauche peut se relever, au fond, de l'effondrement de son utopie? Est-ce qu'elle peut se relever, du grand échec, du communisme et aussi du socialisme, ayant raté, en France, l'orientation social-démocrate? Michel Vinocq. Grande question, effectivement. Bien entendu, personne ne le sait. Mais c'est quand même une nécessité. Je pense en effet que, quelles que soient les distinctions entre les partis, une démocratie avance, comme le pensaient donc Gambetta ou Ferry, sur des forces progressistes et sur des forces traditionnelles conservatrices, à condition que les unes ne méprisent pas, ne condamnent pas les autres et ne disent pas comme Robespierre, il n'y a que deux camps, le camp du bien et le camp du mal. Bien, non. Les deux sont porteurs, les deux tendances, les deux courants sont porteurs, par conséquent, de valeurs, et de valeurs respectables. Et tout cela ne peut fonctionner, évidemment, que par l'aptitude au compromis, à la négociation. Et c'est ça qui fait défaut, précisément en France. Alors, le Parti socialiste, pour y venir, est en crise, Dieu sait, depuis longtemps, pour des raisons, je crois, d'abord intellectuelles. C'est que son idéologie, sa doctrine reposait largement sur cette lutte des classes qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, est terriblement nuancée. Il y a toujours des affrontements de classes, mais il faut en parler au pluriel. Nous ne sommes plus du tout dans cette dualité imaginée par les socialistes du 19e siècle entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ce n'est plus ça du tout, notre paysage social. Alors, les socialistes ont énormément de difficultés à penser un nouveau corpus doctrinal en fonction de tous ces problèmes nouveaux. Et vous parliez évidemment de l'écologie, c'est la grande question qui est devant nous, qui est déjà présente et sur laquelle il n'y a pas de lumière socialiste évidente. Et puisque la société n'est plus cette société grosso modo partagée entre salariat, patronat, etc., mais qu'elle est beaucoup plus diversifiée, complexifiée, etc., comment imaginer un projet sur ces bases qui ne sont plus du tout celles de la révolution industrielle du 19e siècle. Et ce déficit intellectuel, c'est la grande cause, à mon avis, de l'effondrement de la gauche socialiste.
Par ailleurs, évidemment, les transformations sociales nuisent terriblement à ce schéma traditionnel qui est dans les pensées ou les arrière-pensées des socialistes, qui voudraient à chaque fois opposer, comme vous le disiez, les dominés aux dominants, etc. Mais les dominés sont parfois des dominants et les dominants sont parfois des dominés. C'est très complexe. Nous sommes dans une société extraordinairement complexe. Alors voilà, je dirais qu'il faut une doctrine, non pas dogmatique, mais une pensée, disons, une ligne de fuite, un point de fuite. Où allons-nous? Je crois qu'il y a un thème que les socialistes ont raté, malgré Mitterrand, c'est le thème de l'Europe. Si véritablement le Parti socialiste voulait penser la France dans l'Europe, le socialisme français dans la gauche européenne, il me semble qu'on a là déjà une première marche vers quelque chose de cohérent. Et puis, bon, j'en passe, c'est pas à moi à faire leur programme, mais voilà, il y a là quelque chose qui me on a l'impression que, encore une fois, ces socialistes, comme si souvent, n'ont qu'un intérêt, c'est d'être réélus. Et comme c'est très difficile d'être élu aujourd'hui, on va s'associer à une extrême gauche avec laquelle on n'a pas beaucoup de raisons d'alliance. Il faut sortir, n'est-ce pas, de l'électoralisme et avant tout recomposer une pensée de gauche. Une pensée, on pourrait dire, social-démocrate, si on veut. Michel Vinocq, je répétais souvent que la radio, c'est l'école de la frustration. Je lis la frustration dans les yeux de mes trois camarades. Mais cependant, il faut savoir terminer non seulement une grève, mais aussi un enregistrement. D'autant plus qu'on peut vous retrouver facilement à travers ce volume de Quarto et aussi à travers d'autres ouvrages, notamment les deux ouvrages qui sont des ouvrages autobiographiques, Jeanne et les siens, et le deuxième que j'oublie, dont j'oublie juste le titre. Jours anciens. Voilà, Jours anciens. Jours anciens où un certain nombre d'entre nous, même un tout petit peu plus jeunes que vous, retrouveront beaucoup de choses qui les ont façonnés, les patronages, etc. etc. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, 25 décembre, que nous souhaitons joyeux à tout le monde et pour lequel nous commencerons une série de 2 rediffusions, parce que contrairement à ce qu'on pense, bien que les podcasts soient absolument éternels, qu'on puisse les consulter n'importe quand, certains d'entre eux demandent à être remis en lumière. Et donc, la semaine prochaine, il s'agira du podcast avec Dominique Moisy sur la géopolitique des séries et la semaine suivante avec Julian Jackson sur sa biographie du général de Gaulle. Merci aux uns et aux autres. Merci à Philippe Meyer, le deuxième Philippe Meyer, The Second, pour la préparation de cette émission, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Olivier Magloire qui veille à notre financement et aux plateformes de financement. Nicolas Tourneau, lui, veille au site. Merci à Thibaut Delage qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et à la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est la dernière semaine pour abonder nos finances et nous soutenir de cette manière. Merci.